La guerre des Charles. Rappelons-nous, Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne, décède de la peste à l'âge de 15 ans en 1361. Il a été marié à Marguerite III de Flandre. Le mariage n'a pas été consommé, donc pas d'héritier. Ils étaient bien trop jeunes. Bon parti à prendre. Le duché de Bourgogne, de Rethel, de Nevers, de Brabant et de Limbourg. 3 prétendants se présentent pour le remariage de Marguerite. Pour le royaume d'Angleterre, Édouard III veut placer son fils Edmond de Langlée. Mais le pape, Urbain V, français, en liaison avec le roi de France, s'y oppose. Le pape prétexte une consanguinité. En fait, tous les deux ne veulent pas d'un ennemi aux portes, nord et est du royaume. Déjà, l'Angleterre est au sud avec la Guyenne. Et puis, à l'ouest, en Bretagne, avec Jean de Montfort. Quant à Charles de Mauvais, roi de Navarre, prince de sang capétien, ses espoirs tombent à l'eau. Depuis longtemps, il lorgnait le duché de Bourgogne, mais il s'est fait berner par les Français. Jean II prend de court tout le monde et marie son fils, Philippe le Hardi, au nez et à la barbe des Anglais et des Navarrais. D'où la furie et la vengeance de Charles de Navarre contre Charles, le régent de France, qui était médiateur entre la France, le pape et la Bourgogne. Il sanctionne cette vilainie par le blocus de Paris. En effet, il ferme la navigation sur la Seine. Il perturbe dangereusement le ravitaillement de la capitale, en amont de la Seine à Melun, château occupé par sa sœur Blanche de Navarre, et en aval à Mantes, Meulan et Rolleboise, par un renforcement de ses garnisons. Ces forteresses contrôlent le trafic et le taxent très cher entre les ports d'Harfleur, de Rouen et la capitale. La stabilité du royaume est en danger. Si Paris tombe, le royaume suivra. Bientôt, la capitale est au bord de l'asphyxie. Charles, régent de France, pense que le vent de révolte pourrait se lever, comme en 1358, comme Étienne Marcel, et déstabiliser le royaume. Il faut agir, et agir très vite. Il faut désenclaver de toute urgence Paris. Il faut libérer les voies de navigation. Mais il y a un souci. Il faut faire la guerre aux Navarrais et reprendre les forteresses. Une armée constituée. Les rangs grossissent de jour en jour. Mais qui commandera? N'oublions pas que les meilleurs capitaines ont été à Poitiers, soit tués ou emprisonnés avec des mises à rançon qu'ils ne peuvent difficilement honorer. Alors une idée germe dans l'esprit du régent. Bertrand du Guesclin, ce vaillant chevalier et émérite chef de gare. Il lui envoie un émissaire pour le rappeler à Paris. De toute urgence. Arrivé sur place, l'envoyé sonne à la porte du domaine de Bertrand. Il vient lui ouvrir et lui dit « Seigneur, je viens d'Orochef vous voir. Le régent vous mande de toute urgence. Le royaume de France est en danger. Charles de Navarre bloque la capitale en amont et en aval du fleuve. Les approvisionnements n'arrivent que difficilement. L'heure est grave. Attendez, héros, je reviens vous donner ma réponse. » Puis, il rejoint Tiphaine en conversation avec l'intendant du domaine. Il la prend à part et lui explique le motif de la venue de l'envoyé du régent et lui dit « Tiphaine, ma bien-aimée, je souhaite me reposer à vos côtés. Je vais renvoyer le messager du régent en lui disant que je suis occupé dans mes terres. » Mon ami, il n'est pas encore temps pour vous le temps d'être sans emploi. Vous ne le savez peut-être pas, mais je l'attendais depuis longtemps, cet envoyé de Paris. Je l'ai lu dans mes tablettes. Le ciel vous donnant les grands talents qu'il vous a comblés, vous avez un devoir de les employer. Vous n'êtes qu'au milieu de votre carrière. Vous connaissez toute l'affection que j'ai pour vous et le plaisir de vous avoir à mes côtés, mais je le consens, car je le dois à vous éloigner de moi. Si cet éloignement vous chagrine, je suis prête à partir avec vous.
mais je crois que les affaires domestiques exigent ma présence ici. Je sais que votre bras sera plus utile à toute la chrétienté et à la France qu'à moi. Sachez que tout ce que je viens de vous dire est écrit dans le grand livre du ciel où Dieu a tracé votre illustre vie. Votre nom sera écrit dans l'histoire de ce pays. Votre destin ne vous appartient plus. C'est écrit dans les tablettes. Prenez-les et conservez-les sur vous tout le temps pour l'amour de moi. Et maintenant, partez avec l'envoyé du régent. Ma bien-aimée, je les garderai sur moi jusqu'à ma mort. Je vous remercie, Tiphaine, de ces belles paroles. Des siens, Bertrand quitte Pontorson pour Melun, et non pour Paris, car le régent est en cours de mettre le siège au château. Charles, régent de France, vient d'assiéger la forteresse et entame des négociations avec Blanche de Navarre. Il ne veut pas donner l'assaut tant que Du Guesclin n'est pas arrivé. Il envoie un héros au château, celui-ci arrive devant les portes. « Hola, sentinelle, je viens voir la reine de Navarre de la part de monseigneur le régent de France. » La sentinelle. « Attendez, je vais prévenir ma reine. » Puis, le pont s'abaisse, le héros entre. Il y rencontre Blanche de Navarre et lui rapporte en détail le contenu du message. « Madame, monseigneur vous somme de lui rendre la forteresse que votre frère Charles lui a prise indûment. Il vous propose même de vous dédommager de sa porte par un échange d'un autre domaine. » Blanche répond sèchement au héros. « Seigneur, vous direz à votre régent que je n'échangerai jamais ma ville. Il faudra qu'il entre par une brèche qui sera arrosée de sang des soldats français. » Le héros quitte la forteresse avec cette réponse négative qui mettra sûrement le régent en colère. Arrivé à son quartier général, le héros rapporte la réponse de la reine. Il prend la décision suivante. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, nous attaquerons demain matin. Entre-temps, Bertrand arrive au siège de la ville avec ses descendances. Il salue le régent avec un genou à terre. Le régent le relève et l'embrasse. Il lui dit « Je savais bien que le brave Bertrand ne manquerait pas de venir me trouver quand les affaires de l'État iraient mal. » À l'aube, les trompettes sonnent l'assaut du château. Le régent n'a pas de machine de jet. Il faut l'attaquer par les échelles. Les archers et les arbalétriers balaient les remparts avec des traits et des flèches. Les hommes d'armes montent à l'assaut. Du Guesclin et ses Bretons sont les premiers. Ils veulent se faire remarquer par le régent. Et Bertrand crie à ses hommes « En avant, mes amis de Bretons, en avant! Montons et tuons les ennemis du royaume. » En montant à l'échelle, il voit son ennemi juré, le Bascon de Mareuil. Il est enragé, mais la forteresse se défend bien. Il hurle aux archers et aux arbalétriers. « Vissez le Bascon de Mareuil. Si vous le tuez, la forteresse tombera. Alors allez-y, tirez !» Il vise, mais rien n'y fait. Les assauts des Français sont repoussés. En attendant, Du Guesclin se démène comme un diable, mais la résidence est vive. Les traits des assiégés tombent sur les attaquants si drus qu'on croirait une pluie d'hiver. Le Bascon de Mareuil est partout sur les remparts pour commander la défense. Bertrand jure que par Dieu qui peina en croix et au tiers ressuscita, j'irai parler en tête-à-tête avec ce Bascon de Mareuil. Quel bonheur si je pouvais lui enfoncer ma dague. Bertrand redouble de hargne. Il remonte le premier à l'échelle, l'épée au poing, se protégeant derrière son écu. Du haut des remparts, le Bascon de Mareuil voit monter Bertrand et dit à ses gens d'armes « Qu'attendez-vous? Jetez-lui des pierres, remplissez ce fût plein de cailloux, balancez-le sur ce vilain qui monte. Regardez comme il est gros, carré et court. » Effectivement, le tonneau rempli de pierres brise les chaînes. L'échelle. Bertrand choit la tête la première dans le fossé rempli d'eau. Le bec de Vilaine, son ami, crie aux soldats. « Qu'on le sorte du fossé, c'est plus important que de prendre la forteresse. »
Aussitôt, un groupe de Bretons s'empresse de sortir leur capitaine. On le tire par les pieds. Le médecin du dauphin accourt. Bertrand, évanoui, est évacué à l'arrière. Le médecin, s'adressant à quelques soldats, leur ordonne « Mettez-le sur le tas de fumier encore chaud, il va reprendre ses esprits. » Au bout d'une heure, il se réveille, il reprend ses sens et interroge ses amis qui l'entourent. « Beau seigneur, comment allez-vous? Avez-vous pris cette forteresse? Les assiégés se sont-ils rendus ?» Ses amis sont un peu gênés et lui retorquent. « Non, Bertrand. Ils veulent bien rendre Melun que si le duc de Normandie lève le siège et repart à Paris. Par ma foi, le duc n'y consentira jamais. Retournons à l'assaut, qui même me suivent. » Il repart au combat. Maintenant, il s'attaque à la porte du château à coups de hache. Il tue les sentinelles. La porte est, pour ainsi dire, enfoncée quand la nuit arrive. On fait sonner la retraite. Le combat cesse. On le reprendra le lendemain matin. Le lendemain matin, le régent dit à Bertrand « Bertrand, je vous nomme commandant de mes troupes et vous ordonne de reprendre le combat. Prenez avec vous mes meilleurs soldats, Bertrand. Je veux Melun. » « Bien, sire, vous aurez ce que vous voulez. » Mais du côté des assiégés, le ton change. Ils ont beaucoup perdu d'hommes hier. Maintenant, la reine de Navarre et le Gascon de Mareuil voient que le régent a donné le commandement à Bertrand du Guesclin. Pour éviter un désastre, il préfère demander la capitulation de la ville. La reine envoie un héros au régent. Il se présente devant lui. « Sire, ma reine demande la capitulation de la ville. » « Héros, répondez à votre reine que je lui accorde la capitulation. Elle devra sortir de la garnison avec ses gens et leurs bagages, et elle devra se retirer où elle veut. En échange, je lui donne Pontoise, Vernon et dans le comté de Giseurs, Gournay et Neufchâtel-en-Bray. » L'incident est clos. Le régent prend possession de la ville. Il y place une forte garnison et repart à Paris. Il entre par la porte Saint-Martin. Il est acclamé par toute la ville. Les Parisiens sont soulagés de ne plus voir les Anglais et les Navarrais qui venaient juste sous leur porte. Le régent dit au peuple : « Nous allons maintenant faire la guerre aux Navarrais et reprendre les forteresses en aval de la Seine. J'ai à mes côtés un grand chef de guerre, Bertrand du Guesclin. » Et le peuple, tout le long du chemin jusqu'au Louvre, les acclame avec une liesse collective. Vive le régent, vive Bertrand du Guesclin.